Notre dernier intervenant aujourd'hui est philosophe et grand traducteur, chercheur au CNRS. Ses travaux portent sur la philosophie allemande et tout particulièrement sur Friedrich Nietzsche, sur le néo-kantisme et sur l'herméneutique. Il a également traduit de très nombreux textes, dont ceux de Kafka, de Habermas, de Arendt et de Husserl. Il a publié aussi, je ne citerai pas tout, mais quelques titres très importants. Qu'est-ce que traduire en 2006 et Lecture philosophique de la Bible, Babel et Logos en 2007. Je donne tout de suite la parole à Marc Delaunay pour la dernière intervention de cette série. Je vais commencer par évoquer ce dont il a déjà été question, c'est-à-dire un témoignage d'un individu à un moment tout à fait particulier de notre histoire, non pas exactement contemporaine, mais proche. C'est le témoignage d'un psychologue, un professeur de psychologie, professeur de philosophie et de psychologie, qui s'appelle Pierre-François Rousseau. Cet homme a été déporté à Auschwitz en 1944 et est sorti d'Auschwitz après la longue marche, c'est-à-dire la marche de la mort de janvier 1945, lorsque les nazis ont vidé le camp et ont poussé sur un chemin glacé, enneigé, ces cohortes de survivants vers la gare, où ils ont été entassés dans des wagons, la plupart du temps découverts, leur ont fait faire un voyage qu'on peut imaginer monstrueux à travers l'hiver polonais puis est-allemand, avant de les trimballer de camp en camp, et il se trouve que, par une série de hasards extraordinaires, Pierre-François a survécu. Cet homme, donc, en mai 1945, se retrouve avec nombre d'autres déportés, rapatrié en France et conduit à l'hôtel Lutetia à Paris, où nombre de déportés étaient censés retrouver leur famille. C'est son cas, puisque sa sœur vient l'accueillir. Et Pierre-François raconte ce moment particulier, évidemment anticipé par lui comme une sorte d'horizon pratiquement impossible, mais qui se réalise. Et sa sœur l'accueille. Et sa sœur se réjouit de le voir. Et lui dit « Je suis très heureuse que tu sois revenu, car nous avons à l'appartement des problèmes de fuite d'eau avec le voisin, qui est un peu récalcitrant, et c'est très bien que tu sois enfin là pour résoudre les choses. » Et à cet instant, Pierre-François, qui vient de vivre ce que je vous ai brièvement décrit, comprend en quelques secondes que le monde dont il vient et qu'il a traversé depuis un an ne peut pas du tout se communiquer, même pas à quelqu'un qui lui est proche, qui est sa sœur et qui donc est une intime. Et ce témoignage-là se trouve donc au moment où il pourrait s'exprimer, immédiatement mutilé, pas par une volonté mauvaise, pas par une sorte d'indifférence mal intentionnée. Non, se trouve censuré par une autre continuité temporelle qui, elle aussi, a des droits à se faire valoir. Après tout, sa sœur a traversé la collaboration en France, elle était isolée, elle devait faire face à des tas de problèmes qu'on connaît bien. Et elle était évidemment hors d'état de se représenter ce que son frère avait pu, non pas véritablement vivre, mais endurer pendant pas même un an. Ce témoignage immédiatement, en quelque sorte, mutilé ou
privé de parole, n'a pu se faire jour que très longtemps après. C'est-à-dire que Pierre Frances a écrit un livre qui s'appelle, le titre est emprunté à un vers de Paul Géraldy, qui est un poète qu'on a largement oublié aujourd'hui, bon, Intact aux yeux du monde. Paul Géraldy parlait d'un vase dont une fêlure imperceptible conditionnait la fragilité. Et il avait choisi ce titre. Bon, il a publié le livre en 1987, c'est-à-dire presque un demi-siècle après les événements qu'il aurait pu raconter. Et très intelligemment, Pierre Frances choisit de ne pas raconter ce qu'il a vécu à Auschwitz. À l'époque, en 1987, paraît enfin, en traduction française, le livre de Primo Levi, que Primo Levi avait fait paraître en 1947 et qui était tombé dans une sorte d'indifférence totale. Bon. Donc le livre de Primo Levi paraît en français, Pierre Frances publie son livre en français et choisit comme point de vue, non pas de raconter ce qu'il a vécu à Auschwitz, mais de raconter en quel moment de sa vie, depuis 1945, les souvenirs d'Auschwitz ont fait éruption. C'est donc un témoignage très intéressant de quelqu'un qui réfléchit à mettre en scène pour un public des années 80 ce que peuvent être les surgissements ou les réapparitions, les fantômes de ce qu'il a vécu presque 50 ans auparavant, dans le désordre exact où ils surgissent. Parce qu'effectivement, Patricia a parlé de discontinuité, c'est tout à fait ça qu'on voit apparaître dans le témoignage tel que Pierre Frances a choisi de le rapporter. Je vous renvoie à son livre, je ne vais pas vous raconter évidemment dans quelles circonstances les souvenirs d'Auschwitz réapparaissent. Il faut rentrer dans ce témoignage et lui rendre cette justice que pour une génération comme la mienne, qui évidemment n'a pas pu connaître du tout cette époque, le témoignage est très instructif sur le rapport entre ce que peut dire un témoin et un événement historique d'une pareille ampleur, en même temps que ce témoignage révèle toute la durée qu'il a fallu, sur le plan, cette fois-ci non plus du témoignage personnel, mais de la transformation de la conscience collective, tout le temps qu'il a fallu pour que cette conscience collective parvienne à saisir un événement aussi considérable. Car il se trouve que lorsque Pierre Frances rentre des camps en 1945, la conscience collective française se structure immédiatement, cette fois-ci je ne parle pas d'histoire, mais de conscience collective. La conscience collective se structure immédiatement selon plusieurs récits. Un récit gaulliste, évident, un récit communiste, résistant, et un discours collaborationniste qui tente, bon gré, mal gré, bon an, mal an, de justifier la raison de cette collaboration. Ces trois discours, comme on s'en rend compte immédiatement, rendent muet non seulement, évidemment, la population des camps de concentration, voire d'extermination, mais rendent muet aussi les prisonniers français, les soldats prisonniers qui ont passé la guerre dans des camps, cette fois-ci pour soldats, et rendent muet sans s'en apercevoir, mais la sœur de Pierre Frances est là pour l'exprimer à sa manière, rendent muet l'ensemble des gens qui, n'étant ni résistants, ni soldats, ni collaborationnistes, ont tout de même traversé cette époque à travers un quotidien ponctué d'autre chose que de grands événements.
On voit bien que donc la conscience collective qui se sédimente à travers trois grands récits qui sont des récits dominants et qui informent la manière dont l'histoire de l'événement va être reçue, ne va pas se fragiliser si vite. Il faudra longtemps avant que des témoignages répétés entrent en collision avec les formations ou les évidences de ces trois grands récits de la conscience collective. Ça prendra longtemps. Il faut une série d'événements pour commencer à fragiliser cette conscience collective. Fragiliser un à un les récits qui, pour un temps, ont été dominants. On voit bien tout l'intérêt psychologique et le bénéfice, disons, idéologique qu'on a pu tirer en France d'avoir une vision résistentialiste, une vision gaullienne ou une vision communiste de la durée de la guerre en France. Ça va de soi. Bon. Pour les collaborationnistes, la chose est un peu plus délicate. Et évidemment, leur justification de l'intérêt d'avoir collaboré était beaucoup plus fragile. Mais pour les deux premiers discours, les discours donc, qui sont devenus des discours dominants et formateurs, ces discours-là n'ont pu céder le pas que dans le début des années 1970. Il n'a pas simplement fallu le grand reportage qui s'est appelé Le chagrin et la pitié, mais qui a quand même, pour la première fois, montré des images documentaires absolument irréfutables sur ce qu'avait été la collaboration. Il n'a pas simplement fallu des images qui s'opposaient à d'autres visions, d'autres représentations. Donc, il a fallu quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus difficile, qui était le travail de l'histoire, cette fois-ci, qui s'oppose, là, clairement, à une mémoire. Bon. Ce travail de l'histoire a été fait essentiellement par un grand historien qui s'appelle Raoul Hilberg, et qui a fait l'histoire de la Shoah, qui a fait l'histoire du génocide nazi. Mais cette histoire-là, sa vente incontestable, étayée, documentée, ne suffit toujours pas pour, en quelque sorte, faire que un passé comme celui-là, alors, passe, beaucoup dire. Je suis très reconnaissant à Henri Rousseau d'avoir, comme historien, entrepris une histoire où il s'est confronté lui-même à ce passé qui ne passe pas, mais la formule a quelque chose d'embarrassant. Pourquoi ? Parce que la métaphore est double. Un passé qui ne passe pas, c'est un passé qu'on n'arrive pas à digérer. Comme on dit souvent, j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé. Bon. C'est-à-dire, c'est pas rentré dans mon métabolisme, je ne l'ai pas digéré. Est-ce qu'on peut digérer des événements qui sont aussi traumatiques ? C'est un problème. L'autre métaphore, c'est évidemment le passé qui passe dans la continuité. Patricia en a suffisamment parlé. Et qui, en quelque sorte, ferait qu'on pourrait tourner la page. Or, c'est très dangereux de tourner la page sur des événements de ce type. Pourquoi ? Là, je fais marche arrière et je reviens à l'événement dont Pierre Frances témoignait. Et pas simplement l'événement d'Auschwitz, du génocide nazi ou de l'extermination. Non, je parle aussi de l'événement tel qu'il est intégré dans la continuité, par exemple d'un individu comme il était, et qui fait que, au lendemain de cet événement, survivant miraculeusement à cet événement, il ne peut pas en parler. Il y a donc quelque chose dans certains événements qui en fait un objet qui d'abord met à distance les historiens. N'oublions pas qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en France, nos historiens se passionnent pour le Moyen-Âge, se passionnent pour la longue durée, se passionnent pour la Méditerranée. Il faut attendre l'intervention d'un écrivain américain
Paxton pour faire l'histoire de la collaboration. Mais M. Paxton, qui n'a pas vécu en France, fait l'histoire politique de la collaboration. Que sait-il de la vie vécue par les Français qui ne sont ni résistants, ni soldats prisonniers, ni collaborationnistes, c'est-à-dire tout de même une bonne partie de la population? Que sait-il de ces femmes qui, tous les jours, assurent la continuité d'une famille, vont faire la queue, essayent de bricoler, vaille que vaille, un repas avec tout ce qui manque? Que savons-nous de ces jeunes gens, de ces jeunes filles qui vivent au milieu d'une ville froide, je parle du nord de la France occupée jusqu'en 1943, froide, ce sont des hivers qui, comme par hasard, sont tous froids, sans manger à leur faim, sans pouvoir se chauffer comme il faut, sans se vêtir comme il faut. Que sait-on de cette quotidienneté-là, qui est tout de même le tissu de la vie sociale et commune? Nous passons là sous le faisceau de radar pris en compte par ces historiens. Il faut donc, pour accéder à ce niveau-là, autre chose que simplement l'histoire. Il faut effectivement, Patricia l'a dit très bien, mais Catherine aussi a cité spontanément des poètes, a cité spontanément des écrivains, il faut de la représentation qui ne peut pas se faire immédiatement. Les témoignages ont abondé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a eu presque trop, si j'ose dire. C'est-à-dire que le public en a vite été saturé. Il s'est détourné de ces témoignages. Pourquoi? Parce qu'il manquait justement quelque chose qui permettait à ces témoignages de rentrer, non pas dans un devoir de mémoire, comme on nous le dit aujourd'hui, mais dans un travail de mémoire. La mémoire, pour passer à l'histoire, doit travailler. Ces travaux-là sont contrariés aussi, comme je le disais il y a un instant, par la nature même de l'événement à partir duquel ils doivent travailler. Pourquoi? Normalement, l'histoire, le déroulement historique, qui n'est pas une continuité bien évidemment, est une série d'articulations subtiles entre ce que un théoricien de l'histoire a très bien indiqué, Reinhard Koselleck, un champ d'expérience et un horizon d'attente. Dans le champ d'expérience, on trouve pas simplement les expériences vécues de chacun, pas simplement ce qui fait le contenu d'une mémoire collective, on trouve aussi les réflexions que les contemporains se font, les manières qu'ils ont de penser leur propre contemporanéité ou leur propre histoire. Et ce champ d'expérience s'articule sur un horizon d'attente. Et l'articulation entre l'horizon d'attente et le champ d'expérience ne s'effectue pas sans un certain rapport de proportionnalité. On comprend très bien que plus le champ d'expérience est contraignant, déterminant, plus l'horizon d'attente risque de faire apparaître des ruptures fortes. Au contraire, si le champ d'expérience est totalement dévalorisé au regard de l'horizon d'attente, c'est-à-dire le passé n'a plus aucun sens, du passé faisons table rase, alors c'est l'horizon d'attente qui risque d'être très très indéterminé. Cette articulation entre les deux est essentielle. Mais que se passe-t-il si un projet totalitaire comme celui des nazis vise précisément à s'attaquer à l'histoire même, c'est-à-dire pas à l'histoire en tant que science, non, à la participation à l'histoire d'une partie de l'humanité? Alors on touche à la possibilité même que continue à s'articuler champ d'expérience et horizon d'attente. Et on a affaire à cette exception extraordinaire
qui est l'entreprise d'extermination d'une population, selon des motifs qui clairement l'excluent de la participation à l'histoire, en considérant non seulement qu'il faut se débarrasser d'une partie de la population, mais il faut s'en débarrasser parce qu'elle menace, parce qu'elle contamine, c'est le cas de le dire, puisque la métaphore est de cet ordre, elle contamine la vraie dynamique historique à laquelle elle ne peut pas participer, la vraie dynamique historique étant la lutte des races. Bon. On voit alors que le projet exterminateur consiste à mutiler l'histoire au nom de la nature, revisiter. Mutiler l'histoire pour changer la dynamique même de l'histoire. À partir du moment où on s'attaque ainsi à ce qui est la logique même, la dynamique même de l'évolution historique ou du déroulement historique, alors on pervertit tout simplement le rapport à l'histoire. Cet horizon de perversion, il ne faut pas croire qu'il est vaincu le 8 mai 1945. Je veux dire par là que pour vaincre des gens qui vont si loin dans la mutilation de l'histoire et dans la mutilation ou le déni du partage de la Terre par l'humanité, pour vaincre ces entreprises-là, malheureusement, il faut se compromettre en utilisant parfois des moyens qui ressemblent à ceux qu'ont utilisés ceux qui ont voulu pervertir le sens de l'histoire ou la dynamique de l'histoire. À partir du moment où, pour les vaincre, on est obligé de se battre aussi sur le même terrain, aussi avec les mêmes armes, alors on compromet tout simplement la sortie ou la victoire qu'on remporte. Il va falloir donc très longtemps avant que cette victoire puisse être autre chose qu'une célébration enthousiaste dans la joie des différentes libérations ou des différentes cessations des hostilités. Car ce qui s'est produit lorsqu'il a fallu lutter contre cette perversion profonde de la dynamique historique, c'est s'attaquer, évidemment, prendre conscience, en tout cas, de ce sur quoi reposait cette dynamique historique. Et on n'en sort pas du jour au lendemain. C'est un lent travail, qui n'est pas simplement celui des historiens. Celui des historiens est tout à fait indispensable. On ne peut pas s'en passer. Mais ce travail des historiens ne suffit pas. Il y faut aussi le travail des poètes, le travail des écrivains, et le travail qu'une certaine conscience collective doit opérer sur elle-même. Ça veut dire la claire conscience du personnel politique qu'il doit avoir de renoncer à certaines ambitions idéologiques à l'intérieur de la constitution de la conscience collective. Il y a des choses qui doivent être symboliquement réparées, bien évidemment. Les gestes symboliques sont forts, ils sont importants, ils ont eu lieu, mais ça ne suffit pas non plus. Car tout ce travail de l'histoire, ou de l'histoire contre la mémoire, mais pas contre la mémoire pour l'éradiquer, tout ce travail de l'histoire contre la mémoire, pour que la mémoire puisse enfin dire autre chose, a quand même un but. Il ne faut pas l'oublier. Et ce but, c'est ce qu'on va transmettre à d'autres générations. Cette responsabilité politique, morale, comme le disait Raphaël au début, engage considérablement le personnel politique qui ne doit pas se tromper, qui ne doit pas se laisser séduire par des fantômes ou des hantises ou des tentations trop faciles de tirer avantage de telle ou telle manière de reconstruire ou de réciter, en quelque sorte, l'histoire qui s'est passée. Il se trouve que nous avons été confrontés, enfin l'humanité contemporaine, récente, a été confrontée à un ébranlement très considérable des piliers sur lesquels une vie politique est possible, c'est-à-dire
le principe du partage de la terre. Cet ébranlement-là, on en voit les échos, malheureusement, se succéder depuis. Car les tentations génocidaires sont multiples. Je ne parle pas simplement des Tutsis menacés d'extermination par les Hutus. Je parle aussi de ce qu'on a appelé maintenant les massacres ethniques, comme on dit. C'est-à-dire les tentations délirantes d'éradiquer toute une partie de la population pour des motifs très divers. Mais cette résurgence de la tentation génocidaire, ces résurgences des tentations d'extermination, doit nous faire réfléchir sur les conséquences d'une victoire trop vite fêtée, en quelque sorte, et d'une mémoire collective trop vite construite, et d'une histoire qui se contenterait simplement de rapporter enfin objectivement les événements. Il y faut davantage, il y faut plus, et ce travail n'est pas achevé. Ce travail de mémoire n'est pas achevé. Il reste à faire, pas en partie, pas totalement, mais en partie. Et les commémorations dont nous sommes aujourd'hui coutumiers, accompagnées du devoir de mémoire, n'y changent rien, car ces commémorations peuvent avoir lieu au présent, en rendant le présent parfaitement aveugle à ce qui se passe à côté, en matière d'extermination, de meurtre de masse, etc. Les commémorations ne servent à rien de ce point de vue-là, si elles ont simplement pour fonction de rappeler un devoir de mémoire vite expédié, alors que le travail de mémoire, lui, reste une échéance, et cette échéance n'est nullement achevée. Ça ne veut pas dire que au lendemain, au pluriel, nous aurons un passé qui sera passé. Non, nous aurons un passé dont on aura enfin compris le sens. Mais c'est très important de savoir transmettre le sens d'un événement, ne serait-ce que parce qu'il faut beaucoup de temps pour reconstruire le sens d'un événement et lui assigner une certaine place dans l'histoire pour en mesurer véritablement la valeur d'événements. Merci.